Jusqu'où peut aller le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman? Depuis son accession progressive au pouvoir, l'homme âgé d'à peine 38 ans a hissé les marches du royaume saoudien de manière brutale, c'est le moins que l'on puisse dire. Accusé d'avoir fait assassiner et démembrer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, MBS a aussi fait parler de lui dans son propre royaume puisqu'il a fait arrêter depuis 2017 une quinzaine de princes saoudiens, des hommes d'affaires, de nombreux prédicateurs religieux et ulamas, après avoir déclenché en 2015 une guerre au Yémen et pris en otage en novembre 2017 le Premier ministre libanais Saad Hariri en le poussant à la démission. Malgré ce style brutal et autoritaire, d'autres voient en MBS le modèle du réformateur, d'une Arabie saoudite figée, rongée par la sclérose d'un puritanisme wahhabite séculaire, affaibli par la crise de la rente pétrolière, un visionnaire qui pourrait remodeler définitivement le visage de l'Arabie saoudite. Alors que faut-il penser de Mohammed Ben Salman? Faut-il voir en lui un despote ou un réformateur? Pour le savoir, nous recevons aujourd'hui le journaliste Georges Malbruno, grand spécialiste du Moyen-Orient, et l'auteur d'un ouvrage paru récemment aux éditions Michel Lafon, intitulé MBS, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. Georges Malbruno, bonjour, bienvenue sur Musen TV, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, pour commencer cet entretien, une première question d'introduction, qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer à Mohammed Ben Salman cette enquête? Depuis quand y travaillez-vous? Et à quel moment précis l'idée de ce livre a-t-elle germé chez vous? Voilà, quel a été le déclic? Alors, je suis, en tant que spécialiste du Moyen-Orient au Figaro, Mohamed bin Salman, depuis qu'il a accédé quasiment au trône en 2015, voire 2017. Et donc, je l'ai suivi attentivement. Et, euh, et au cours de ces 5-6 dernières années, on a vu son ascension progressive. Et donc, il m'a paru quasiment évident que MBS, comme on l'appelle, allait jouer un rôle très important au Moyen-Orient dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans, oui, 2 ans, de bonnes années, on a eu l'idée avec Christian Chesneau d'enquêter sur lui pour à la fois voir son parcours personnel, sa jeunesse, et puis son parcours politique. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà commencé de révolutionner l'Arabie saoudite et qui a déjà commencé aussi de révolutionner la diplomatie saoudienne, ses relations avec un certain nombre de pays voisins, et qui très vraisemblablement continuera lorsqu'il sera désigné comme roi. D'accord. Alors, bon, je le disais un peu en introduction, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent quand on parle de MBS, hein, de son image. Donc, il apparaît comme une figure politique assez effrayante parfois. Donc, depuis son arrivée au sommet du royaume, hein, il s'est illustré par des méthodes peu orthodoxes. Il n'a pas hésité à faire arrêter des membres de la famille royale. Il a fait un peu le grand ménage autour de lui, si je puis dire, et a réussi à concentrer un certain nombre de pouvoirs entre ses mains. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce style finalement assez peu orthodoxe, parfois même brutal? Est-ce que c'est une marque de fabrique personnelle de MBS ou bien ces méthodes sont-elles relativement courantes finalement dans l'histoire politique de l'Arabie saoudite? Non, ces méthodes n'étaient pas courantes. Mohamed bin Salman a 2 visages. Il a le visage du modernisateur, on en reparlera, au plan sociétal et au plan religieux notamment, qui a fait progresser la situation en Arabie saoudite. Et puis le deuxième visage, c'est le visage de l'autocrate qui embastille les princes, les hommes d'affaires, y compris Saad Hariri. Mais surtout, il a, euh, je dirais, changer le visage de l'Arabie saoudite au plan sociétal. Si vous allez aujourd'hui dans le royaume, il ne ressemble en rien à ce qu'il était il y a 10 ans. Les femmes, donc, comme vous le savez, peuvent conduire, les femmes peuvent sortir du pays, elles n'ont plus besoin d'avoir un muharram, un tuteur, elles peuvent évidemment travailler, elles peuvent demander le divorce, euh, et la mixité est autorisée, c'est une révolution quasiment dans ce pays, dans les lieux publics, dans les restaurants. Surtout, la police religieuse a été démantelée. Donc, MBS est en train de faire passer l'Arabie saoudite d'un État religieux, archaïque, avec cette vision ultra-rigoriste qui était la sienne, c'est-à-dire du wahhabisme, à un État-nation. Donc ça, c'est le MBS, je dirais, modernisateur, réformateur. En parallèle, il y a le MBS autocrate, le bulldozer qui, en 2015, déclare la guerre aux Houthis au Yémen. C'est une
un échec, on n'en est pas sorti. En 2017, il déclare la guerre au Qatar, il va perdre avec ses voisins des Émirats arabes unis. Il prend le pouvoir par la force en écartant son cousin germain Mohamed bin Nayef en 2017 de manière brutale, alors que ce dernier est prince héritier, il devient prince héritier, et surtout, c'est là où il a aussi, je dirais, révolutionné, mais de manière brutale, la situation, c'est il a fait passer la succession du trône dans ce royaume, qui était une succession qu'on appelle adelphique ensuite entre demi-frères du roi, c'est-à-dire entre des octogénaires qui succédaient à la nouvelle génération, aux jeunes, et pour que l'Arabie saoudite eh bien, se transforme à sa manière, c'est-à-dire effectivement brutale, radicale. Est-ce qu'il y en avait une autre manière pour faire évoluer ce vieux pays, ce pays archaïque, qui est un pays à l'identité particulière, avec le wahhabisme, avec aussi le fait que c'est le pays qui abrite les deux lieux les plus sacrés de l'islam. Donc, je ne suis pas certain. Simplement, MBS, il a mis une manière très forte, il s'est fait beaucoup d'ennemis au sein de la famille régnante, au sein de la classe des affaires. Il a commis beaucoup de bêtises, en particulier Jamal Khashoggi, vous y avez fait allusion. C'était le MBS effrayant, comme nous a dit un patron du CAC 40 qu'il a connu au cours de ses premières années 2015-2018. Ensuite, il a quand même rectifié un petit peu le tir. Il a compris que, eh bien, il fallait qu'il s'assagisse un petit peu parce qu'en 2019, ses voisins iraniens, à l'époque ennemis, via leur relais dans la région, eh bien, ont envoyé quelques missiles et quelques drones sur les installations pétrolières d'Abqaiq. L'Arabie saoudite s'est trouvée, et MBS en particulier, nu, puisque son allié américain, Donald Trump, pourtant un proche du prince héritier, n'est pas venu au secours de l'Arabie saoudite. Donc à partir de là, ça a été le point de bascule. MBS s'est dit, bon, maintenant il faut que j'arrête un petit peu mes bêtises. Et donc, si je veux réussir mon plan Vision 2030, ce plan de réforme sociétale, économique en Arabie saoudite, j'ai besoin de calme. Donc, je dois me réconcilier avec l'Iran, ce qu'il a fait en 2023. Je dois me consacrer à l'économie et à donner du travail aux jeunes. Et je dois multiplier mes partenariats au plan diplomatique avec la Chine, qui est le premier acheteur de pétrole saoudien, avec la Russie, bonne relation avec Poutine dans le cadre d'un partenariat énergétique, aussi avec les États-Unis, même si les relations sont tendues aujourd'hui, ou l'ont été ces dernières années, entre l'administration Biden et MBS en raison de l'assassinat de Jamal Khashoggi, et aussi avec Israël. Donc, voilà, une diplomatie aujourd'hui, je dirais, sans aspérité, sans ennemis, et donc, voilà, donc c'est ce double visage qui rend l'analyse de la situation un petit peu complexe et beaucoup plus complexe que lorsque on considère, on prend qu'une seule facette. Dire voilà, MBS c'est un despote, oui, il a été autocrate, il l'est encore, mais il y a à côté de ça aussi une partie visionnaire. Il est évident qu'il a une vision. Est-ce qu'elle lui permettra est-ce qu'il réussira, je n'en sais rien, mais en tout cas, il a tracé un cap, un sillon, et c'est dans ce sens-là qu'une majorité de Saoudiens, en l'occurrence des jeunes, il faut quand même savoir que 60% des Saoudiens ont moins de 30 ans, ils étaient très contents qu'MBS fasse son opération anticorruption en 2017 contre les princes qui s'en étaient mis plein les poches. Aujourd'hui, ils ont plus tendance à le soutenir parce qu'avec lui, eh bien, ils voient qu'ils ont un futur roi qui fait avancer les choses. Il n'y a pas que les femmes, mais il y a aussi les jeunes. Et donc, voilà, donc il y a ce premier visage. Et puis, à côté de ça, il y a aussi donc le MBS, je dirais, brutal, qui s'est un peu assagi, mais qui continue d'instiller la peur, d'où sa paranoïa. On raconte comment, par exemple, lorsqu'il vient déjeuner à l'Élysée avec Emmanuel Macron, il demande à avoir un Saoudien dans les cuisines, comment aussi, lorsqu'il rentre dans ses palais, on a réussi à percer un petit peu son intimité, ce qui n'a pas plu forcément aux autorités saoudiennes. Eh bien, lorsqu'il rentre dans ses palais,
Tout le personnel du palais sort, une équipe de démineurs rentre, inspecte tout l'intérieur du palais, ensuite elle ressort, le personnel rentre, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, a fait beaucoup d'ennemis, qui sera très vraisemblablement roi, à mon avis, dans une période assez courte, parce que, comme vous l'avez peut-être vu, le roi Salman, son père, est d'une santé extrêmement fragile actuellement. Il a été hospitalisé 2 fois en un mois. Et MBS a, s'il est désigné roi, ce qui sera vraisemblablement le cas, il aura à peine 40 ans. Donc, s'il n'est pas tué par un cousin, il a une trentaine d'années pour réussir cette révolution à la fois sociétale et économique. Cela étant, donc je vous disais, il est paranoïaque parce qu'il sait aussi qu'il a beaucoup d'ennemis et parce que en Arabie Saoudite, en 1975, le roi Faisal, qui était déjà un roi à l'époque modernisateur, eh bien, a été tué par son neveu parce qu'il avait introduit une nouvelle télévision dans un royaume ultra-conservateur. Donc, il se méfie, ne sort jamais dehors, enfin jamais dehors pour, je dirais, à la rencontre de ces sujets, contrairement par exemple à l'émir du Qatar. Hein. Il se méfie terriblement, il est ultra protégé. Vous parlez d'obsession sécuritaire hein, dans votre livre. Enfin, Il y a une véritable obsession sécuritaire chez MBS parce qu'il sait il pourrait être la cible d'attentats. Donc voilà. Donc c'est l'ensemble de ces facettes du personnage qu'on a voulu retracer avec, je dirais, un aspect aussi qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à percer un petit peu son intimité, sa jeunesse à la fois, sa vie dans ses palais, et puis donc c'est son obsession à la fois sécuritaire, et puis son intimité avec son majordome Louis, brésilien, payé 320 000 euros, avec son entourage. Donc c'est dans ce sens-là où sa jeunesse, ses souvenirs lorsqu'il était sur la French Riviera, à Cannes ou à Paris, et on a décrit un jeune adolescent finalement assez balourd qui était passionné par les jeux vidéo, qui n'était pas intéressé particulièrement par les nuits parisiennes, mais qui ensuite justement a choisi de frayer dans le sillage de son père, qui a été son véritable mentor, et c'est qui explique en grande partie pourquoi son père, le roi Salman, le prince héritier Salman en 2015, l'a choisi pour devenir son prince héritier et son dauphin. Comment est-il perçu par les autres leaders des pays arabes hein, donc on se souvient en 2017, donc je l'évoquais en introduction, de la détention de Saad Hariri au Liban, hein, une douzaine de jours je crois, et de l'annonce forcée de sa démission depuis Riyad. Est-ce que cet événement a changé la manière dont le prince héritier a été perçu? Les chancelleries arabes voient-elles d'un bon œil ou d'un mauvais œil le futur successeur du roi Salman? Alors, il y a un mélange un peu à la fois, je dirais, plus de fascination pour ces velléités modernisatrices, hein, et puis des craintes. Fascination, par exemple, au Koweït voisin, beaucoup notamment de jeunes Koweïtiens qui sont empêtrés dans une succession un petit peu à la saoudienne avant 2015, c'est-à-dire d'un émir de 85 ans qui succède à un émir de 88 ans, eh bien, beaucoup de jeunes Koweïtiens aimeraient bien avoir un MBS chez eux qui leur trace un cap pour l'avenir. Mais il y a aussi une crainte, qui s'est manifestée, évidemment, vous vous souvenez, en 2017, chez l'émir du Qatar, puisque l'Arabie Saoudite, les Émirats ont imposé un très sévère embargo. À l'époque, MBS était très ami avec Mohamed bin Zayed, le dirigeant des Émirats arabes unis. Aujourd'hui, les choses ont changé. Mohamed bin Salman s'est réconcilié avec Tamim, l'émir du Qatar. Ce sont des cousins, hein, il faut le cousin au sens large, puisque sont tous les deux des Wahhabites. La famille Al-Thani vient du Najd, il y a une province saoudienne, il y a 150 ans. En revanche, les relations se sont dégradées avec MBZ parce que MBS, en quelque sorte, veut un peu dupliquer le modèle de Dubaï et puis je dirais son autoritarisme inquiète aussi donc un certain nombre de voisins parce qu'ils ont vu justement cette pratique du pouvoir qui est une pratique brutale et donc il y a comme ça il y a un mélange effectivement de fascination, de grand intérêt pour cette modernisation sociétale qu'il a entreprise, mais aussi une peur parce que c'est quelqu'un qui reste, même si c'est probablement un peu assagi, il joue sur son côté un peu encore effrayant pour faire peur, et donc il y a un mélange des deux.
Alors avant d'aborder, parce que vous avez abordé beaucoup de choses dans votre précédente réponse, hein, beaucoup d'aspects, avant d'aborder la question de la réforme, de la redéfinition des relations entre le religieux et le politique en Arabie Saoudite, et puis aussi l'aspect des projets faramineux et pharaoniens, hein, ou pharaoniques plutôt, de MBS. Un dernier mot sur la géopolitique. Vous évoquiez la difficulté, les tensions entre les rapports américano-saoudiens. Donc finalement, quelles sont aujourd'hui les relations du prince héritier avec les États-Unis, qui reste quand même le parrain politique du royaume, hein, comme chacun sait. On a vu des tensions entre Riyad et Washington. Et au-delà de ça, on a vu également l'Arabie Saoudite signer, vous l'avez rappelé, un accord de sécurité et de réchauffement diplomatique avec l'Iran sous la houlette des Chinois. Donc finalement, à la lumière de cette redéfinition des cartes géopolitiques dans la région, qu'en est-il des relations saoudo-américaines? Alors, les relations entre Mohammed bin Salman, le pouvoir saoudien et l'administration Biden ne sont pas très très bonnes, hein, en raison de l'épisode Khashoggi. Vous vous souvenez que Joe Biden, élu président des États-Unis, avait déclaré vouloir faire de Mohammed bin Salman, l'Arabie Saoudite, un État paria. Ensuite, il a été obligé de constater qu'il n'y arrivait pas et Joe Biden est allé finalement à Canossa il y a 2 ans, au moment de la guerre en Ukraine, pour réclamer à Mohammed bin Salman, eh bien, qui, sur le plan énergétique, il ouvre un peu les vannes de la production de pétrole pour que le prix du baril d'essence, l'huile d'essence aux États-Unis, ne monte pas beaucoup. Aujourd'hui, les relations sont un petit peu améliorées, mais Mohammed bin Salman attend la réélection de son ami Donald Trump et surtout de Donald Trump, mais surtout de son gendre Jared Kushner, hein, qui est le grand ami de Mohammed bin Salman, avec lequel ils sont liés en affaires. Donc MBS est dans une posture attentiste vis-à-vis de Trump. Cela étant, il y a donc je dirais un refroidissement, je dirais, entre les dirigeants saoudiens et l'administration Biden, mais MBS a toujours su garder de bonnes relations avec tous les CEO des grandes entreprises américaines dans la Silicon Valley, avec les CEO de Wall Street, avec également les dirigeants de la communauté juive. Et donc, voilà, il a beaucoup de relais aux États-Unis, de relais économiques. Il faut savoir aussi qu'il est entouré, dans le cadre de sa modernisation, par une des centaines et des centaines et des milliers même de consultants américains qui lui concoctent justement ces plans pharaoniques parfois dont vous parliez tout à l'heure. Donc voilà, il y a eu un refroidissement, mais les États-Unis restent un partenaire essentiel, mais plus le seul. MBS ne veut plus se retrouver dans un face-à-face avec les États-Unis parce qu'il a compris en 2019, lorsque l'Iran, via ses relais, l'ont attaqué, les États-Unis ne sont pas venus à son secours, contrairement au pacte qu'il élit depuis 1945, et que par conséquent, il fallait qu'il diversifie ses partenariats, d'où son rapprochement avec la Chine, la Russie et même Israël. Alors justement, on a un peu de mal à comprendre sur quel pied danse la diplomatie saoudienne, puisque on annonçait un rapprochement plus ou moins proche avec Israël. Vous-même, vous parlez de la tentation israélienne de MBS dans votre ouvrage. Et il y a eu la signature de cet accord fameux avec Téhéran. Donc finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la ligne est-ce qu'il y a une ligne politique diplomatique saoudienne dans la région que l'on pourrait comprendre entre Israël et l'Iran? Il y a quand même un abîme diplomatique. La ligne saoudienne diplomatique d'aujourd'hui, elle est simple. C'est l'Arabie d'abord, nos intérêts d'abord. Donc, si nos intérêts nous commandent de se rapprocher de l'Iran, comme ça a été le cas après 2019, on le fait, d'où la réconciliation de 2023. Si nos intérêts saoudiens nous commandent de nous rapprocher d'Israël parce qu'on considère que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable et qu'ils ne nous donnent pas suffisamment de garanties de sécurité, on va voir les Israéliens. Et on se rapproche de la Chine parce que nos intérêts nous commandent de nous rapprocher du premier client pétrolier saoudien. Donc c'est ça le mantra diplomatique de MBS, c'est nos intérêts d'abord, l'Arabie d'abord, pour réussir son fameux plan de modernisation. Voilà, donc ça, c'est ça ce qui explique ce qu'on appelle cette polygamie diplomatique qui trouble un peu les esprits cartésiens, c'est normal, amis avec l'Iran, mais aussi avec Israël, amis avec un peu les États-Unis, la Russie, etc. Voilà, on ne veut plus avoir d'ennemis. Et ça, parce qu'il veut de la stabilité pour pouvoir réussir son plan de modernisation, parce que s'il ne réussit pas, eh bien là, la jeunesse aujourd'hui qui a tendance à le suivre, et d'autres aussi, à un moment donné, viendront lui demander des comptes
Parce que si les jeunes ont du pain et des jeux, aujourd'hui, ils ne peuvent toujours pas ouvrir la bouche et tôt ou tard, ils pourraient justement, si jamais la situation économique et sociale ne s'améliore pas, venir manifester, parler, etc. Et c'est pour éviter ça que MBS eh bien, a besoin de calme et a besoin du calme pour des investissements, pour réussir sa transition, pour amener les investissements, pour donner du travail aux jeunes, etc. Alors, Donc voilà, c'est un chantier, on en parlera peut-être, c'est un chantier colossal parce que c'est une révolution culturelle qu'il impose à la population. Alors, vous parlez justement de révolution culturelle. Sur le plan religieux, cette fois-ci, donc Mohamed Ben Salman a décidé de redéfinir les rapports entre les ulémas, hein, cette caste de savants musulmans qui régissent le droit et la norme religieuse en islam, et le pouvoir politique. Donc, il y a eu beaucoup de prédicateurs et d'imams qui ont été arrêtés. Est-ce que peut-on dire que MBS est devenu le fossoyeur du wahhabisme? Un petit peu, on peut le dire, un petit peu. Pas complètement parce que justement, il n'a pas supprimé la police religieuse, les Moutawa, hein, qui étaient vraiment le symbole de l'archaïsme de ce pays, mais ils ne font plus rien. Ils sont chez eux, ils boivent le thé, ils sont payés, mais ils n'ont plus aucun rôle. Il veut enlever, extraire l'empreinte religieuse, une bonne partie en tout cas sur la société saoudienne, sur le contenu des livres scolaires, en matière d'éducation. Et je vous le disais, il veut faire passer son pays d'un État religieux à un État-nation pour justement entraîner derrière lui eh bien, cette population saoudienne qui est nombreuse, c'est quand même 26 millions, et ces jeunes à qui il faut donner des motifs de se sentir nationaliste, de se sentir saoudien avant de se sentir tribaux. Vous savez, dans cette région-là, le fait tribal est important, et donc il y a une vraie, de ce point de vue-là, il y a une vraie évolution en Arabie Saoudite. Vous vous souvenez de la phrase qui était forte MBS en 2018, nous n'allons pas nous poser la question de savoir si la musique, par exemple, est halal ou haram, etc. Donc, il veut faire revenir l'Arabie, ce qu'elle était un petit peu avant 79, qui a été l'année bascule avec l'avènement de la République islamique en Iran, les attentats de la Mecque, à ce qu'elle était avant, c'est-à-dire un État conservateur, mais non pas un État, je dirais, wahhabite, ultra conservateur. Est-ce que MBS va faire du wahhabisme l'outil, parce qu'on a parlé du wahhabisme longtemps comme un outil de politique étrangère de l'Arabie Non, Saoudite, dans le financement et dans l'exportation de ce courant-là. Est-ce qu'il a interrompu cette politique-là? oui, non, ça c'est fini, c'est fini. Enfin, il y a encore du financement de mosquées, probablement à l'extérieur, mais avec l'aval des autorités des pays concernés. Mais le wahhabisme, je vous dis, il a en quelque sorte déwahhabisé la société saoudienne, et en particulier aussi la diplomatie religieuse. Alors, que va-t-il faire de tout ce personnel religieux, finalement, qui a quand même structuré l'identité culturelle de l'Arabie Saoudite? Ça s'évacue pas comme ça. Donc, est-ce qu'il va redéfinir une nouvelle politique religieuse dans un cadre national, peut-être, avec une fidélité au pouvoir, ou bien va-t-il essayer de totalement invisibiliser ce personnel? Oui, c'est plutôt ça. Déjà, il y en a beaucoup qui ont un certain âge, et donc, voilà, à l'image de ce qu'il avait avec les Moutawa, avec la police religieuse, bien, il les laisse, ils sont chez eux, ils sont payés, mais ils vont en quelque sorte disparaître de leur propre, avec leur propre mort. Donc, voilà, il va pas les attaquer de front, même si il le fait en arrêtant de manière brutale, effectivement, un certain nombre un responsable d'Olema, hein, parce qu'il veut voir dépasser dans le rang aucune tête. Donc, il le fait avec un mélange de brutalité et aussi un peu de méthode saoudienne, c'est-à-dire on vous paye, mais vous restez chez vous. Alors, pour Mais les conclure prêches cet dans les entretien, mosquées sont contrôlées. Voilà, il y a une reprise en main, un autoritarisme aussi religieux qui sévit aujourd'hui en Arabie Saoudite. Alors, pour conclure cet entretien, Georges Malbruno, donc un mot tout de même du volet économique et financier de la réforme annoncée par Mohamed Ben Salman en 2016, hein, autour du fameux plan intitulé Saoudi Vision 2030. Donc, il poursuivait trois objectifs: faire de l'Arabie Saoudite le cœur des mondes arabes et islamiques, devenir une puissance d'investissement mondiale et faire de Riyad une plaque tournante économique entre l'Afrique et l'Eurasie.
Est-ce que vous voyez dans ce gigantesque plan de réforme économique et financière de l'Arabie Saoudite une nouvelle démonstration de la démesure du prince héritier saoudien, un peu à l'image de cet autre projet donc, que vous avez évoqué brièvement tout à l'heure, The Line, hein, la cité futuriste sur les bords de la mer Rouge, hein, dont l'investissement est estimé à plus de 500 milliards de dollars? Ou bien est-ce que vous voyez dans ce plan de réforme économique et financier une nécessité pour la survie du royaume dont la rente pétrolière a atteint ses limites? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Je ne sais pas dans quelle priorité, je ne suis pas dans la tête de MBS, mais il y avait la conscience qu'il fallait faire sortir l'Arabie de l'archaïsme qui était le sien, religieux, en termes de succession du trône, en termes de sociétal, parce que sinon, face à un Iran en face qui était beaucoup plus dynamique, face même au Qatar, qui était beaucoup plus agile, face même à Dubaï, hein, qui était beaucoup plus dynamique, l'Arabie saoudite allait progressivement sombrer. Et l'Arabie sombrait, c'était quand même, c'est le grand pays du Golfe. Et puis, il y a aussi la conscience chez lui, conseillé évidemment par ses consultants américains, que les réserves de pétrole n'étant pas éternelles, il fallait passer à l'après-pétrole, aux énergies renouvelables, au sport pour donner un peu du sens du nationalisme à cette jeunesse. Donc, il fallait faire évoluer l'Arabie saoudite. MBS dit souvent, les Arabes ont raté la révolution industrielle, ils ne doivent pas rater la révolution numérique. C'est vrai qu'il est tourné, même un peu trop probablement, mais c'est son côté un petit peu encore adolescent, fasciné par les jeux numériques. Il est fasciné par l'hypermodernité, nous a dit un de ses conseillers. Voilà. Et donc, il avait compris que l'Arabie saoudite, sinon, allait progressivement, pas disparaître, mais continuer de s'enfoncer dans une espèce d'inertie qui pouvait conduire pas son effacement, mais en tout cas son effacement diplomatique. Et donc, il a décidé mais à sa façon, c'est-à-dire brutal, comme un bulldozer, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Il a en partie réussi, il a échoué sur certains plans, mais encore une fois, il faut avoir en tête que ce monsieur a à peine 40 ans. S'il n'est pas tué par un de ses cousins, il sera roi pendant 30 ans. Hein. Donc, il a un horizon qui n'est pas celui d'un président de la République en France ou d'un Premier ministre en Grande-Bretagne. Il a 30 ans pour changer la face de ce pays, qui est un pays important, avec encore beaucoup d'archaïsme. Il a des défis qui sont considérables, parce qu'il y a un défi notamment de la formation. Hein, la saoudisation des emplois, ça marche encore très moyennement, mais en tout cas, il a indiqué le chemin, il a initié des projets qui sont surdimensionnés pour certains, The Line notamment. Il lui faudra beaucoup d'argent pour les mener à bien. Il y aura du retard, il y aura des réductions, il y aura des problèmes, mais en tout cas, il y a une vision, on ne peut pas le nier. Est-ce qu'il réussira? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il sera un despote éclairé? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est quelqu'un dont on ne peut pas faire l'économie quand on est journaliste, et on le voit bien dans la crise à Gaza. Ce sera lui, emmenant les pays arabes derrière, qui dessine un peu l'avenir de ce que pourrait être Gaza, avec une stabilisation, un financement ou pas, à condition qu'Israël accède à la demande saoudienne, mais aussi arabe, c'est-à-dire d'un État palestinien. Mais on en est encore loin, puisque la balle est dans le camp israélien. Georges Malbruno, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé sur le Moyen-Orient et l'auteur de ce livre publié chez Michel Lafon, MBS, Enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. C'est la fin de cet entretien. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à décocher la petite cloche pour être informé de nos programmes et à poursuivre cet échange en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel entretien sur Musen TV. Merci.